Président Pape Diop. Le président Pape Diop. Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous demander de vous lever et de faire observer une minute de silence en la mémoire de notre compatriote Bruno Diatta, aujourd'hui disparu. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers invités, je voudrais tout d'abord remercier toutes les militantes et militants de la Convergence libérale démocratique Bokk Gis Gis, ainsi que les partis alliés et mouvements qui ont répondu présents aujourd'hui à notre invitation. Je voudrais également saluer la présence de tous les chefs de parti. Je voudrais réserver une salutation particulière à mon grand frère Doudou Wade. Je voudrais également saluer la délégation de Serigne Amadou Matar Mbacké, composée de Khaban Mbacké, Serigne Khaban Mbacké et de Serigne Cheikh Mbacké Pofdi. Je voudrais enfin remercier tous les responsables de notre parti, grâce à qui nous avons pu réussir cette grande mobilisation ce soir. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté, je voudrais, mesdames et messieurs de la presse nationale, vous saluer également et vous remercier. Je voudrais saluer la présence à cette séance pour relayer la déclaration solennelle que j'entends délivrer à travers vous au peuple sénégalais et à nos partenaires à travers le monde. Mesdames et messieurs, nos compatriotes sont appelés à choisir un nouveau président de la République le 24 février 1919. Auparavant, ils auront par leur parrainage désigné celles et ceux qu'ils estiment dignes de pouvoir postuler à la magistrature suprême. C'est pour moi l'occasion de déclarer avec toute la gravité qui s'y est ma candidature à cette élection majeure. À l'heure où je vous parle, les responsables, militantes et militants de la Convergence libérale démocratique, en synergie avec les alliés, travaillent à satisfaire les conditions légales permettant notre participation à ce scrutin. Dans cette dynamique, je tiens à partager avec nos compatriotes une partie, je dis bien une partie, du programme de gouvernement que je mettrai en œuvre immédiatement s'ils m'accordent leur confiance en février prochain.
Je m'engage, une fois élu, à ne faire qu'un mandat unique de 5 ans. Je dis bien un mandat unique de 5 ans. Ce magistère sera mis à profit pour mettre en œuvre les vraies ruptures et engager les réformes en profondeur qu'exige la situation de notre pays. Des actions décisives seront menées et renforcées pour renforcer nos institutions, approfondir notre système démocratique, restaurer la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques et impulser le développement réel dans les secteurs clés de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Ces secteurs, sans le développement desquels aucun progrès significatif de notre société n'est possible. Au plan institutionnel, il urge d'inscrire notre démocratie dans le sens de la marche du monde en la modernisant et en réconciliant le peuple souverain avec les instruments dont il s'est doté pour réguler sa communauté de destin. Dans cette optique, des actions prioritaires seront inscrites dans mon agenda. Une fois élu, je viserai à encadrer les pouvoirs exorbitants et anachroniques du président de la République et corollairement renforcer ceux du législatif et du judiciaire. Il s'agira aussi de mettre fin au clientélisme politique, à la prééminence du critère partisan, pour rétablir le critère exclusif du mérite concernant les nominations aux postes de responsabilité. La République a le devoir impératif de veiller à l'égalité des chances de ses filles et de ses fils, nonobstant la lignée, la race ou l'ethnie, pour garantir une plus digne répartition des richesses de notre pays. Toujours dans cette volonté de modernisation et de moralisation de notre société, il sera mis fin au cumul entre les fonctions inconciliables du chef de l'État et des chefs de parti. Ces réformes marqueront aussi la fin du cumul des mandats et tout au moins à leur limitation à 2 au maximum pour toutes les fonctions électives. Une fois élu, je m'engage également à mettre fin à l'hérésie institutionnelle qui confie la présidence de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Dans cette même ordre d'idées, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne siégera plus au sein du dit Conseil afin de garantir l'indépendance et la séparation entre les pouvoirs exécutifs, judiciaires, conformément aux souhaits de la plus grande majorité des justiciables et d'une bonne frange de la magistrature. Toujours, pour garantir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires, les différents corps de contrôle ne seront plus sous la tutelle du président de la République. Pour plus d'autonomie et d'une plus grande liberté d'action, ils auront ainsi le pouvoir d'autosaisine pour toutes les affaires sur lesquelles ils doivent exercer leur fonction de contrôle. Une réforme complète sera proposée pour l'ensemble des corps de contrôle
de notre système de gouvernance. Toutefois, le président de la République pourrait toujours les saisir à chaque fois que de besoin sur les dossiers qu'il estime devoir faire l'objet de contrôle. Quant à l'OFNAC, il s'agira de créer les conditions lui permettant d'exercer pleinement son pouvoir d'autosaisine et d'investigation, ainsi que sa capacité de saisir lui-même la justice conformément au décret qu'il a créé. S'agissant de l'Assemblée nationale, des réformes également seront initiées pour lui permettre d'exercer pleinement sa fonction législative et son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Un assistant parlementaire sera mis à la disposition de chaque membre de cette institution. Les lois des finances et les projets de loi seront soumis aux députés dans les délais raisonnables afin de leur permettre de les étudier à temps. Les réformes toucheront aussi le mode d'investiture et d'élection des députés, de manière à les rendre beaucoup plus autonomes par rapport à leur formation politique et mieux en phase avec les missions souterraines que de l'eau de surface. La culture irriguée aussi sera de mise pour moderniser la production. Cette stratégie qui sera mise au plan agricole évitera à nos braves paysans d'être à la merci des aléas pluviométriques comme c'est le cas depuis notre indépendance. Voici donc quelques grandes lignes d'une partie du programme que je compte soumettre à mes compatriotes pour briguer leur suffrage le 24 février. Il sera enrichi, bien sûr, par une série de rencontres et d'échanges que j'aurai prochainement avec toutes les forces vives de ce pays. Et ce, en vue de renforcer nos propositions, de conforter nos propositions avec celles qui pourraient être formulées de manière pertinente par les différentes composantes. Car c'est là un des traits fondamentaux de notre culture en termes de prise en charge des affaires de la cité. La concertation et le dialogue positif, inclusif et fécondant. En tout état de cause, mes convictions comme mon expérience citoyenne m'ont appris que la période de l'homme providentiel, porteur de toutes les réponses, pouvoir, savoir et solutions est définitivement révolue. Sur ce registre plus personnel, pour remettre au goût du jour le khas auquel se soumettaient nos dirigeants dans les temps anciens où la parole donnée valait son pesant d'or, je m'engage à prêter serment devant un jury d'honneur d'appliquer scrupuleusement dans leur intérêt toutes les propositions de rupture dont j'ai révélé aujourd'hui les grandes lignes ici. Vive la République, vive le Sénégal.